Donc avant de commencer, j'aurais juste aimé savoir combien de personnes étaient familiers avec le Bluetooth, en gros, juste à main levée, comme ça. Ah, quand même. Ah, c'est cool. Bon, ça va être génial, alors. Donc je me présente vite fait, je m'appelle François Beaufort, je travaille à Paris pour Google et j'ai la chance en ce moment de travailler sur une nouvelle API web qui va permettre au site web de pouvoir découvrir et interagir directement en JavaScript avec des appareils en Bluetooth. Alors d'abord, pourquoi le Bluetooth? Enfin, pourquoi Bluetooth déjà? Le nom Bluetooth vient du roi danois Harald Blattend Ier, dit Harald à la dent bleue. Je ne vais pas vous mentir, on ne sait pas vraiment si le mec avait les dents bleues ou non. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du Xe siècle, elle ne devait pas être super propre. Pour la petite histoire, en alphabet runique, le H de Harald et le B de Blattend, une fois fusionnés, donnent le logo Bluetooth. Comme ça, vous aurez appris le truc aujourd'hui. Bref, de la même manière que Harald Ier a unifié en son royaume différentes régions de la Norvège, de la Suède et du Danemark, le Bluetooth s'est fixé en 1994 l'objectif d'unifier le monde des téléphones avec celui des ordinateurs. Il y a quand même plus de 20 ans de ça. Hein. Donc comment expliquer ce regain soudain d'intérêt pour cette technologie aujourd'hui? Il faut savoir qu'en 20 ans, le Bluetooth a beaucoup évolué à travers ses différentes versions. Et la dernière version majeure, la version 4, qui date de 5 ans maintenant, introduit une nouvelle technologie. C'est le Bluetooth Low Energy, ou BLE, ou les mecs se sont amusés à sauvagement marketer le Bluetooth Smart, si vous voyez ça. Contrairement à d'autres technologies qui n'ont eu cesse d'accroître leur vitesse de transfert possible, le Bluetooth, lui, prend une approche complètement radicale et carrément cool pour le coup. Les mecs se sont dit, essayons de concevoir une techno qui ne coûte rien, ou presque, et que l'on pourra intégrer facilement dans des millions d'appareils qui ne sont pas encore connectés. Il s'avère qu'en cherchant à diminuer le coût de fabrication et de maintenance d'un appareil, on s'attaque directement à sa consommation d'énergie, et donc à ses batteries. Pour faire simple, si vous souhaitez de nos jours créer un appareil qui consomme peu, vous allez certainement utiliser une pile bouton, type CR2032. Je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire CR2032? Eh bien, j'ai fait comme vous, j'ai été sur Wikipédia. Hein. Le 20 correspond au 20 mm de diamètre de la pile et le 32 au 3,2 mm de hauteur de la pile. Pour vous donner un ordre d'idée, l'énergie fournie par ce genre de pile permet à votre corps de fonctionner pendant environ 20 secondes. C'est pas énorme, on est d'accord. Hein. Ça explique les débits qui sont nettement inférieurs dans cette nouvelle version du Bluetooth. Maintenant, ne vous inquiétez pas, le Bluetooth Low Energy est destiné aux objets connectés pour lesquels les besoins en bande passante sont minimes et l'autonomie cruciale. Pour ce qui ne change pas, le Bluetooth Low Energy opère toujours dans la bande de fréquence ISM, donc en gros comme le Wi-Fi, pour une raison simple, c'est que l'exploitation de cette licence est gratuite. La portée du signal, comme vous le savez, ça se compte en dizaines de mètres. Et pour info, le Bluetooth Special Interest Group, donc qui est en charge de superviser l'élaboration de la norme Bluetooth et qui octroie les différentes licences aux fabricants, estime que d'ici 2018, donc d'ici 3 ans, 90% des smartphones qui seront avec le Bluetooth supporteront le Bluetooth Low Energy. Ah oui, alors j'ai mis cette slide pour ne pas oublier un truc. Le premier qui arrive à me dire ce qui se passe lorsque je colle ça dans mon navigateur, dans la barre d'adresse de mon navigateur, remporte une superbe montre Android Wear. Ah ah! Sans déconner, personne? C'est vrai, sans déconner? C'est ce qu'il a dit. On va voir. Alors, est-ce que je peux... Ah bah non, je peux pas. Non. Directement choper ça. J'avais pas pensé à ça. Ouais, c'est un peu chiant, hein, d'accord. Est-ce que je l'ai encore gardé? Oui. Ouais, gars. C'est cool quand même, faut rigoler. Ok. Donc j'y pense. Ah, on est comme ça, nous. Hein.
Alors avant de vous montrer comment fonctionne l'API Web Bluetooth, j'aimerais juste qu'on voit ensemble quelques concepts très simples, très succincts, du Bluetooth et du Bluetooth Low Energy en particulier. Il y a deux rôles bien distincts en BLE, le central et le peripheral. L'appareil dit central, c'est celui qui va chercher à découvrir un objet afin d'initier un dialogue. Ça peut être votre smartphone ou votre ordinateur, par exemple. L'appareil dit peripheral, lui, va simplement émettre en continu sa présence à qui veut l'entendre en disant « je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là », toutes les secondes. Ça peut être un capteur de rythme cardiaque, un frigo ou que sais-je encore. Je vous rappelle que ça ne consomme rien parce qu'on est sur du BLE. Donc, on est juste d'accord, par contre, ce serait méga relou si ça se passait comme ça dans la vraie vie. Une fois connecté, votre appareil dit peripheral cesse d'émettre sa présence, en général, et donc le central va pouvoir directement interagir avec le serveur GAT de l'appareil. Pour faire simple, le serveur GAT, c'est celui qui vous permet de communiquer avec les différents services Bluetooth de l'appareil. Il existe une multitude de services Bluetooth standardisés, comme le niveau de batterie, le rythme cardiaque, mais vous pouvez aussi créer les vôtres. Pour finir, chaque service a une ou plusieurs caractéristiques qui ont leurs propres propriétés. On peut lire la valeur d'une caractéristique, on peut écrire sur une caractéristique, et on peut aussi être notifié lorsque la valeur d'une caractéristique change. Donc, voyons voir à quoi ça ressemble maintenant pour de vrai. Mon application web va jouer le rôle de central, et mon objet va jouer le rôle de peripheral. Donc, dans un premier temps, je souhaite que l'utilisateur puisse découvrir l'objet Bluetooth qui est près de lui. Donc pour ça, je vais appeler la fonction navigator.bluetooth.requestDevice qui, une fois exécutée, va me montrer cette superbe fenêtre modèle qui va contenir une liste de tous les appareils Bluetooth qui sont près de moi. Tout, c'est pas vrai. Donc cette liste va être filtrée sur la clé filters de l'objet option, qui est tout sauf optionnel, pour éviter d'avoir une liste juste incompréhensible pour l'utilisateur. Donc dans cet exemple, je cherche à me connecter à un appareil qui émet un service de batterie. Une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'il émet sa présence, en plus d'émettre sa présence, il émet une liste de services qu'il supporte. Donc en l'occurrence ici, le service de la batterie. Comme c'est un service standardisé, je peux directement utiliser la string battery service pour récupérer le service de la batterie. Si j'avais mon propre appareil Bluetooth, je pourrais juste écrire l'identifiant de ce service. Je pourrais utiliser sa forme en 16 bits, 32 bits ou 128 bits, si vous êtes un peu foufou. Bref, une fois que j'ai sélectionné l'appareil et j'ai cliqué sur le bouton pair, je récupère dans ma promesse un objet device qui a le nom de mon objet et la liste des identifiants des services auxquels j'ai accès. Il y a deux choses importantes à noter sur cette fonction. C'est que vous ne pouvez l'appeler que si l'utilisateur interagit avec votre page. En gros, un clic sur un bouton, et seulement après, vous pouvez directement l'appeler. Deuxième chose, ça ne fonctionne que sur les pages sécurisées en HTTPS. Vous inquiétez pas, pour le développement, c'est du localhost, mais il faut savoir que lorsque vous le déployez, ça marche que sur du HTTPS. Ouh. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est se connecter au serveur GAT. Donc je vais simplement appeler la méthode connectGAT sur mon objet device et je vais récupérer le serveur GAT. Jusqu'à c'est relativement simple. Voyons ce qui se passerait si je voulais récupérer le niveau de batterie d'un appareil Bluetooth. C'est aussi simple que ça. Server.getPrimaryService me permet de récupérer le service de la batterie. Service.getCharacteristic me permet de récupérer le niveau de batterie. Et je vais simplement utiliser la fonction readValue sur cette caractéristique pour récupérer un buffer en JavaScript. Et relativement simplement, je récupère le pourcentage restant de batterie de mon appareil. Pour ce qui est d'écrire dans une caractéristique, c'est relativement similaire. Au utiliser readValue, vous allez utiliser writeValue, qui est ici. Et dans cet exemple, par exemple, ce que j'essaie de faire, c'est simplement de remettre à zéro l'énergie dépensée dans un capteur de rythme cardiaque, juste en écrivant la valeur 1 dans cette caractéristique. Donc comme vous avez été super sympa, on va faire quelques démos juste pour vous montrer comment ça fonctionne pour de vrai. J'ai sur moi la Playable Candle, donc qui est une sorte de bougie qui vous permet d'avoir une ambiance relativement romantique ou non chez vous. C'est un projet Kickstarter à la base.
Et donc je vais simplement sur ce site web. Là, je suis sur un Chromebook, donc sur Chrome OS. L'implémentation de cette API sur Chrome OS est partielle dans le sens où vous n'aurez pas la fenêtre modale. On va juste avoir un timeout arbitraire de 5 secondes. Les mecs sont en train de travailler dessus, c'est juste qu'en attendant, plutôt que d'avoir un designer qui vienne faire l'UI, ils ont préféré faire ce qui était important pour le coup, se connecter et pouvoir lire et écrire les caractéristiques. Donc je vais cliquer sur ce bouton Connect. Je vais simplement me connecter ici. Donc je vais avoir un petit timer de 5 secondes. Il va récupérer le premier appareil. Donc à moins qu'il y ait un autre mec qui ait un candle aujourd'hui, ça devrait fonctionner. Et donc là, il émet une couleur juste de base parce que je n'ai rien fait encore chez lui. Donc je vais tenter de mettre du vert. Donc là, il y a du vert. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est pas évident, on est d'accord. On peut faire un super zoom, ce serait sympa. Non, je rigole. Vous avez du bleu et ainsi de suite. Vous pouvez changer l'effet donc pour donner le petit effet bougie, hein, qui est quand même vachement plus sympa, avec une fausse bougie. Vous avez l'effet pulse. Celui-ci, j'aime bien. Le rainbow, honnêtement, quand j'ai testé, je ne pensais pas que ça s'appelait rainbow. Je vous montre. On est d'accord? Le rainbow fade est plus sympa, celui-ci. Bref, ici, tout ce que je fais, c'est utiliser de la lecture pour lire. Par exemple, là, c'est le nom de mon appareil. Ici, c'est le niveau de batterie de mon appareil. Et j'écris simplement une certaine séquence de bits sur une caractéristique pour changer la couleur de cet appareil. J'ai une autre démo aussi. Et celle-ci, c'est un capteur de rythme cardiaque. Donc, je vais cliquer dessus. Encore une fois, je n'ai pas de fenêtre modale, mais je devrais récupérer directement le premier capteur de rythme cardiaque qui est dans la salle. Donc en l'occurrence, j'espère que c'est le mien. Et là, c'est marrant d'ailleurs. Donc habituellement, le rythme cardiaque d'une personne varie entre 60 et 100. Je suis méga stressé, ça se voit, c'est la première fois que je monte à 124. Maintenant, comment vous prouver que c'est vraiment moi? Putain, 130, c'est fou. Je vais faire quelques pompes et logiquement, ça devrait monter. Mais j'ai jamais été aussi haut, donc je ne sais pas si ça va monter. On va essayer. Allez. Vous me dites, j'en fais 5, pas plus, parce que je suis un simple développeur. Est-ce que ça monte ou pas? Non, on est d'accord. Je vous montre, je l'ai vraiment, mais donc ok, ça ne marche pas. Donc voilà, vous voyez juste que je suis relativement stressé. Hein. C'est plutôt 80 en général chez moi. Donc là, pour le coup, on utilise les notifications des caractéristiques. Donc je demande juste à être notifié lorsque la caractéristique du rythme cardiaque change. Et je fais juste un superbe joli canvas. Je trouve que des fois c'est... Enfin bref, c'est juste une simple démo pour illustrer l'utilisation des notifications en Bluetooth. Comme je travaille là-dessus, je me suis amusé avec plein d'autres appareils en Bluetooth. J'ai un petit podomètre aussi de chez Xiaomi qui coûte genre une vingtaine d'euros. Super cool, qui vous permet de capter le nombre de pas que vous faites, traquer votre sommeil aussi. Je me suis amusé aussi avec une boule de jonglage. J'en ai qu'une aujourd'hui. Je suis conscient du ridicule de la boule de jonglage quand il n'y en a qu'une. Mais elle est relativement sympa aussi, celle-ci. Alors, je ne sais pas si elle marche. Non, elle ne marche pas là aujourd'hui. Mais peut-être ça serait cool, ça marche en fait. Donc, ça s'appelle Juglo, avec 3 G, pour que ce soit vraiment difficile à écrire. Tout ce que je vous montre est sur GitHub. Hein. Je vais tenter de m'y connecter. Donc là, on est d'accord, il n'y a plus d'interface, c'est moins joli, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc si ça se connecte au bout de 5 secondes, je devrais avoir le niveau de batterie et... ou pas. Oui, c'est là je l'ai tenté. Je me suis dit, je la fais ou je la fais pas. Mais j'aurais peut-être pas dû. Parce que vous allez être déçus. Je regarde vite fait si ça peut être... Ouais, c'est pas très bien ça. Hein. Ça recommence une dernière fois et si ça le fait, tant mieux, sinon... Bon, bah ça le fait pas. Donc le côté cool de Juglo, c'est que la couleur va changer lorsqu'elle est en l'air pour créer un petit effet sympathique. Vous pouvez faire ça pour différentes boules de jonglage. Il y a aussi des capteurs qui vous permettent de savoir la hauteur à laquelle vous avez lancé la boule et ainsi de suite. Ce qui est juste cool en fait là-dedans, c'est que j'ai pu créer mon application web pour un appareil Bluetooth qui est sorti dans le commerce et qui, à la base, ne devait interagir qu'avec les applications officielles. Comment j'ai fait ça? C'est relativement facile en fait. Vous êtes sur votre téléphone Android, vous activez le mode développeur et vous allez
activer cette option qui vous permet de capturer tous les paquets Bluetooth qui se passent sur votre téléphone. À partir de là, j'installe l'application Android officielle. Je m'amuse à tester différentes couleurs sur celui-ci ou sur celui-là. Et puis je regarde la séquence de bits qui est envoyée et relativement facilement, on se rend compte qu'on écrit sur la même caractéristique un certain nombre de codes couleurs. Donc c'est juste sympa quand même de se dire que relativement facilement, j'ai pu faire ça. Alors ok, les sites web peuvent maintenant se connecter et interagir avec des appareils Bluetooth en JavaScript, comme des applications Android, comme des applications iOS. Alors déjà, tu vas te calmer. Il y a une grande différence. Une application web, je peux la partager avec un simple lien que n'importe qui peut ouvrir dans son navigateur. Ça peut sembler con ce que je viens de dire, mais c'est là toute la puissance du web. Aujourd'hui, pour interagir avec un objet pour la première fois, voilà ce que je dois faire. Aller sur un store, accepter les termes et conditions, m'authentifier, rechercher mon application, l'installer, accepter les permissions, lancer l'application, lancer le scan, et seulement après, je peux commencer à interagir avec mon objet. Ça serait quand même pas super si on pouvait juste garder que la dernière partie? Oui, François. C'est exactement ce que le projet open source du Physical Web tente de faire. Pour faire simple, son but, c'est pouvoir connecter son smartphone avec n'importe quel objet sans avoir besoin de télécharger une application avant. Ça a l'air cool comme ça, hein. Comment ça marche? C'est super simple. Chaque objet connecté en Bluetooth Low Energy émet toutes les secondes, en plus de sa présence, une URL qui correspond à un site web ou une application web qui permet d'interagir directement avec celui-ci. Le nouveau protocole open source s'appelle Eddystone et je vous recommande chaudement la session de Romain à 16h40 en salle Belém qui va vous en dire plus sur ce nouveau protocole. En gros, ce n'est pas seulement des URL qu'on peut émettre avec ce nouveau format. Donc maintenant, à condition que votre Bluetooth soit activé sur votre téléphone, vous allez pouvoir ouvrir votre barre de notification, avoir la liste des différentes URL qui sont filtrées par un service web, bien évidemment, qui sont émises près de vous. Ça fonctionne aujourd'hui sur iOS si vous avez l'application Chrome installée, et ça arrive très vite. Les mecs sont en train de travailler maintenant, hein. Ça arrive très vite sur Android. Si vous ne voulez pas attendre, et vous voulez tester là maintenant par exemple, vous pouvez installer l'application Physical Web, qui vous permet de simuler cela, sur Android. Là j'ai quelques beacons avec moi, donc qui émettent des URL. J'en ai un ici, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, Estimote. Je les ai pris au début parce que j'ai trouvé très joli. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une sorte de petite gemme. J'ai appris que ce n'était pas les meilleurs après. Donc la prochaine fois, je ferai attention. Là, on a des petits beacons qu'on déploie directement à Google. Donc ils sont moins jolis, mais apparemment ils sont pas mal. Et on a les premiers beacons qui étaient utilisés pour le Physical Web. J'ai du mal avec ça. Alors, laissez-moi maintenant vous montrer quelques exemples de ce que pourrait être le Physical Web. Un cas tout simple, vous êtes au cinéma et vous voyez l'affiche d'un film qui semble super sympa. Vous allez juste sortir votre téléphone de votre poche, ouvrir votre barre de notification, et là vous allez voir une liste de sites qui vous proposent soit de voir le trailer, soit d'en savoir plus sur le film. C'est aussi simple que ça. Ça marche aussi bien dans les musées, dans les zoos, un peu partout pour le coup, quand on y pense. C'est juste magique. Le coût de la file d'attente est sympa aussi. On est d'accord que ça, c'est pas super. Hein. Ça marche ou pas? Ah, cool. Donc vous vous retrouvez devant un restaurant, et pas de chance, il y a 50 personnes devant vous. Vous allez simplement ouvrir votre barre de notification, cliquer sur l'URL du site web de Bob's Deli, en l'occurrence ici. Vous allez dire, oui, préviens-moi la prochaine fois que je peux rentrer. Je m'en vais, je vais boire un petit coup avec d'autres potes. Et un peu plus tard, grâce à des technos comme les push notifications et les service workers dans le web, je vais directement pouvoir réveiller Chrome et lui dire « Hey, il y a de la place pour toi, ça te dirait de venir ?» Sans le petit côté cool comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'autre cas aussi que j'aime bien, c'est celui du restaurant. Vous êtes au restaurant. Maintenant, je suis rentré. Et en dessous de chaque table,
vous avez un petit beacon qui émet l'URL du site web qui contient le menu. On pourrait aller un peu plus loin et se dire qu'il pourrait aussi broadcaster l'URL d'une application web qui vous permet de suivre en temps réel la commande et ensuite même de payer pour le coup. L'exemple de l'horodateur ici est cool. Vous prenez vos voitures, vous allez dans une super ville. Et là, ce qui va se passer, donc c'est un peu plus complexe, on va directement interagir avec un horodateur via un serveur dans le cloud. Donc là, encore une fois, tac, je vais ouvrir mon site. Excusez-moi, je vais ouvrir mon site web. Et je vais décider, OK, je veux rester pour 10 minutes ou 20 minutes. Je vais cliquer sur le bouton Pay. Ça va envoyer une requête à un serveur dans le cloud qui va automatiquement se synchroniser avec cet objet. Là encore, le site web, l'appareil a simplement émis une URL. C'est tout ce qu'il a fait. Et il communique, en l'occurrence ici, avec un serveur dans le cloud. Maintenant, revenons un peu sur notre API web Bluetooth. Imaginez que le site web émis par l'appareil Bluetooth me permette directement d'interagir avec cet objet depuis mon smartphone ou depuis mon laptop, sans passer par un serveur dans le cloud. Il y a deux avantages évidents. Déjà, ça consomme moins qu'une antenne Wi-Fi, qu'une antenne 3G. Et en plus, ça va être vachement plus rapide, puisque je vais pouvoir directement parler avec lui, sans avoir besoin d'un serveur tierce. À aucun moment, je n'ai eu besoin d'installer une application sur un store. Je n'ai rien fait, j'ai juste cliqué sur une notification. Je peux directement maintenant communiquer avec cet appareil, et c'est là toute la puissance du physical web. J'ai eu besoin du web qu'une seule fois réellement, la première fois où j'ai téléchargé l'application web. La prochaine fois que je vais y accéder, si l'application web a été créée en 2015, je vais avoir des service workers et donc la possibilité de directement de mettre en cache toute mon application sur mon téléphone. Donc la prochaine fois que je voudrais interagir avec mon appareil, je vais simplement recliquer sur l'URL et interagir. Je vais me calmer un petit peu. On a donc une API web Bluetooth et le physical web. S'il y a une chose que vous deviez retenir aujourd'hui, juste n'attendez pas que quelqu'un crée un appareil pour vous. On a tous les outils aujourd'hui pour le faire. Des imprimantes 3D, des composants électroniques qui coûtent pas cher, et maintenant cette API. Vous allez simplement mettre une chip Bluetooth dans votre appareil avec un site web que vous allez créer vous-même en JavaScript. De l'autre côté, vous pouvez aussi vous amuser en JavaScript avec une librairie Node.js pour gérer le Bluetooth Energy, et vous allez pouvoir créer votre propre objet. J'ai dit beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Google et vous tapez Web Bluetooth Samples, vous tapez Physical Web, vous regardez pas mal de présentations d'un jeune homme qui s'appelle Scott Jensen, donc qui est le papa du Physical Web. Je n'ai jamais rencontré cette personne, mais je l'aime. C'est juste génial ce projet, réellement. Merci beaucoup.